L'idée du coup d'annoncer un petit peu ce thème-là aujourd'hui, c'est que forcément c'est une obligation qui va arriver. Marie-Laure vous le dira mieux que moi, c'est quelque chose qui s'installe dans la fin de l'année, mais il y a plusieurs étapes. Il y a aussi l'idée aussi de rassurer un peu la profession parce que forcément tout le monde n'est pas forcément dans l'urgence et dans les clous. On sait bien que dans le sérail des architectes, il y a quand même des grosses agences pour qui l'obligation va tomber. Il y a des auto-entrepreneurs ou des personnes unipersonnelles qui n'auront pas forcément les mêmes attentes. Donc nous, c'était intéressant de se positionner un petit peu là-dessus. L'échange que vous allez avoir aujourd'hui, il y a Bertrand qui va se présenter après et qui va vous expliquer un petit peu ce que lui il en pense et puis comment il imagine ça dans son agence. À côté, il y aura Florence. Florence, elle a un profil d'agence un petit peu plus petit, donc ça va parler aussi à beaucoup d'architectes qui sont à leur compte ou auto-entrepreneurs. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire intervenir comme ça des architectes comme vous, comme nous, mais qui ont soit déjà utilisé, soit pas encore utilisé. Ils vont poser des questions, c'est enregistré. Évidemment, ce ne sont pas les seuls qui vont poser des questions ou qui vont y répondre. C'est une table ronde en fait, donc on ne pouvait pas tous se mettre autour en cercle, ça fait facteur n'est pas passé, mais l'idée c'est que chacun intervienne par rapport à ses questions à lui, pour qu'on débouche un maximum de sujets. On va démarrer par, on va laisser vite fait la parole à Marie-Laure avant de passer aux invités, parce que pour nous présenter un petit peu, Marie-Laure, vous venez ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous présenter du coup par rapport à la facturation électronique? Vous n'avez pas que des clients architectes, vous en connaissez un illustre évidemment, mais, mais, mais j'imagine vous avez déjà plusieurs questions de différents profils d'entreprises et peut-être que les architectes ne doivent pas se jeter à corps perdu vers les premières choses qu'on va leur proposer sur Internet ou ailleurs. Donc, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Laure Voiret, je suis expert comptable sur Beauvais. Nous sommes un cabinet de 25 personnes et on accompagne donc au quotidien les chefs d'entreprise. Donc, effectivement, cette année, ça a été très marqué par l'accompagnement sur la facturation électronique, puisque globalement, hein, tous nos clients, donc, et donc du coup vous, qu'on soit auto-entrepreneur, individuel ou en société, vous êtes tous concernés par la facturation électronique. Un point clé, donc, c'est choisir le bon logiciel qui va permettre d'émettre des factures électroniques, donc du coup qui soient compatibles à votre organisation, mais aussi donc à toute la partie déontologique. Notamment vous, c'est tout ce qui va te permettre de gérer les situations, les retenues de garantie, etc. Parce qu'en fait, certes, hein, aujourd'hui, il y a plus de 100 plateformes agréées, mais des logiciels plateformes qui gèrent toute la partie, on va dire, bâtiment, architecture avec de la situation, là, on arrive déjà sur un nombre beaucoup plus restreint. Donc voilà, je pense que s'il y a un premier travail à faire, c'est s'assurer que le logiciel est compatible avec la facturation électronique. Parce que même si vous aviez un logiciel qui peut être plus ou moins ancien, ou s'il n'y a pas eu des mises à jour régulières, parce que parfois le logiciel a été acheté et aujourd'hui n'est pas en SaaS, donc du coup il y a des mises à jour qui ne sont pas forcément faites, et donc du coup soit il faut mettre une mise à jour qui va coûter un petit peu pour qu'il puisse être compatible, ou alors on est en SaaS et du coup il est d'office compatible. Donc du coup il y a déjà la compatibilité qui est très importante. Par contre, je voulais juste rassurer, la facturation électronique, effectivement, c'est un grand changement, mais c'est un changement de forme. Hein. Le fond, vos factures, elles ne vont pas changer. Vous allez continuer à appliquer vos méthodes. C'est plus s'il y a du Excel, effectivement, le Excel, ça sera plus du Excel. Bon, il y aura une alternative temporairement, si possible, avec des opérateurs de dématérialisation, mais on verra après. Donc voilà. Donc on accompagne au quotidien et on voit que tout le monde se sont pas encore concernés, puisque vraiment l'émission d'une facture électronique pour tout le monde ici, hein, c'est septembre 2027. D'accord ? Il y a une première obligation en septembre 2026, mais là c'est pour réceptionner les factures, on va dire, des grosses entreprises, hein, du style EDF, Orange, voilà, qui eux seront en obligation. Mais vous avez encore, on va dire, 1 an pour choisir votre bon logiciel métier.
Et du coup, par rapport à ce choix du logiciel métier, on va revenir du coup, on va laisser un petit peu la parole à Florence et puis Bertrand. D'abord Florence, toi par rapport à cette facturation électronique, tu vois ça, de loin mais ça se rapproche, ça t'interroge par rapport à ton agence? Bonjour à tous. J'ai été donc du coup, moi je suis architecte, libérale, entreprise individuelle. Ça fait quand même 29 ans que j'exerce, donc forcément, les changements, ben, on n'aime pas trop parce que c'est compliqué, parce que ça prend du temps, parce que, ben, on a un peu peur, hein, tout simplement. Donc on avait vu qu'au départ c'était septembre 2026, donc patatras, vite, 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 on trouve un truc, on est à la banque, Crédit Agricole, ils nous sortent un truc, on se met dessus. On a un petit peu de temps, c'est septembre. Puis après, on voit que c'est septembre 2027. On se dit, ouais, on a encore un peu plus de temps, donc on n'y va pas trop. Puis un jour, on ouvre le logiciel et on fait, au secours, au secours. J'y comprends rien, ils font plein de relances, c'est pénible. On visionne quelques webinaires sur la facturation électronique. On nous parle de comptabilité. Oh là 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 là, non, c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est vrai que de se poser, de choisir son bon logiciel, je pense que c'est essentiel. Et pour tout vous dire, j'attends que mon organisme de comptabilité vienne me contacter en me disant, ça y est, on a ouvert quelque chose, parce que sinon ça fait des redondances entre les, euh, les comptes, la comptabilité avec le comptable, plus ce logiciel-là. Enfin, je m'étais dit qu'il fallait vraiment essayer de trouver quelque chose qui soit global, en fait. Donc, j'y suis pas encore, en fait. Et par rapport à ça, toi, tu imagines juste servir une obligation ou tu essayes de voir comment ça pourrait également te simplifier un peu la vie dans tes recherches? Je suis pas réfractaire au changement parce qu'on voit bien qu'il y a comme des outils pour nous aider à avancer un peu plus vite. Et c'est vrai que même dans la formulation, moi je suis sur Word depuis perpète. Des fois je me dis, bon, je devrais insérer un truc dedans pour aller plus vite. Peut-être qu'une fois qu'on aura établi nos nouvelles formulations, ça sera un gain de temps, je pense aussi. Tu as quoi à peu près Mais il faut y aller, quoi. Il tu, faut sauter le pas. tu peux rapidement nous dire un petit peu ton profil d'agence, quel type de client tu as? Tu as du particulier, tu as du public, tu as... J'ai tout type de clients, du tout petit ou un peu plus gros. Donc, je dépose aussi des situations sur Chorus. On a forcément un logiciel de comptabilité puisqu'on fait d'économie de la construction au sein de l'agence. J'ai un logiciel de gestion chantier. Je dépose sur Chorus. Et tout à l'heure, tu parlais d'EDF. Donc, moi, je travaille pour le réseau transport électrique. Ils ont déjà la plateforme sur laquelle on doit déjà aussi déposer. Donc, on fait déjà des choses. Mais en fait, c'est du PDF. Ça n'a rien à voir, je crois, avec, si je ne me trompe pas, avec ce qui va se passer après. C'est ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Vous êtes prêtes? Donc j'ai des bribes, on a tous des bribes d'informations. J'ai une agence où on est deux, donc j'ai une salariée qui fait du dessin et moi je gère tout le reste, y compris les chantiers. Et c'est vrai que ça prend du temps tout ça. Il faut vraiment qu'on arrive à se poser à un moment donné et dire allez, on attaque, on le fait. Et puis après, je pense que ça. C'est sûr que la partie administrative, quand on n'a pas un service administratif, c'est toujours un peu plus... ça prend beaucoup plus de temps. On devient un peu moins architecte dans notre temps. En fait, On devient un peu moins architecte. Voilà. Après, bon, quand on fait la gestion chantier, après, on est un peu rodé à tout ça, mais c'est vrai que c'est de prendre le temps, je pense, je sais pas, une journée, je sais pas combien de temps ça peut prendre, en fait, une journée, une demi-journée pour s'y coller et de se dire, allez, c'est bon, voire plus. Il y a un travail de réflexion, on va dire, en amont sur comment projeter. En fait, c'est plus, voilà, quelle va être ma nouvelle organisation, la nouvelle organisation informatique. Voilà, quand on est plus, même si on est plusieurs, on peut quand même, en fonction des logiciels, attribuer certaines parties pour valider, etc. Voilà. Mais c'est plus la réflexion en amont de la stratégie qu'on veut mener en termes d'organisation. Et après, on met le logiciel qui est en adéquation. Et le logiciel, après, c'est pas ce qui prend le plus de temps, c'est plutôt l'organisation. Bertrand, lui, je crois qu'il a déjà une bonne réflexion sur le sujet, parce que Non, mais on a déjà la échangé. transition est parfaite. Effectivement, donc nous, on est une agence à Arras, on est 5 personnes. Moi, je déteste l'administratif, ça me peine. Mettre des chiffres dans des cases, je n'arrive pas. Donc, chaque fois que je peux simplifier un certain nombre de choses et faire en sorte de ne pas avoir à m'occuper de certaines choses et d'automatiser, je suis ravi. Donc, ce sujet de la facture électronique, nous, on l'a abordé
parce que c'est déjà assez ancien de mémoire. Je crois même que ça devait passer en 21. Avec la Covid, ça a été décalé, donc tous les ans, on repousse d'un an, bon voilà. Donc c'est un sujet, auquel j'ai été un peu sensibilisé. Il se trouve que j'ai aussi, un frère aîné qui est expert comptable, donc forcément, ça voilà, ça infuse. Heu et nous, ça a été l'occasion, en fait, de s'interroger sur comment on fonctionnait dans l'agence et comment on gérait les projets. Et au-delà de la facturation électronique qui est la résultante d'un travail qui est fait, puisqu'on facture une fois qu'on a travaillé, nous, en tant qu'archi, malheureusement. Pour la trésorerie des agences. La comptable connaît ça par cœur et vous tous aussi. On s'est interrogé de dire, bah, comment mieux s'organiser, comment mieux gérer nos dossiers et donc sur le process de production de l'agence, au sens large. Donc c'est-à-dire depuis la qualification du client initialement, les propositions qu'on lui fait, le référencement des affaires. J'ai un client, je lui fais une proposition, s'automatiser des relances en disant: «Bah, tiens, oui, c'est vrai, je lui ai envoyé 15 jours, faut que je le rappelle, savoir comment ça se passe et cetera». J'ai appris dernièrement que les relances clients, c'était 30% de taux de signature derrière. C'est d'ailleurs pour ça que les plateformes régulièrement vous envoient des relances, des news en disant: «Ça fait longtemps que tu as pas commandé et ça fait 30% de chiffre d'affaires». Bah, oui, donc bah, pourquoi être, moins bête que les plateformes? Bah, soyons intelligents, automatisons ça également. Et donc après, le process, c'est aussi gagner en sérénité, en visibilité, une fois que les affaires sont rentrées, de planifier, le déroulé d'un projet, de dire: «Bah, voilà, l'esquisse, l'APS, ça va être à telle date, donc je vais facturer à telle date, donc l'argent va arriver 30, 60, 90 jours plus tard, avec certains organismes». Mais de gagner, en fait, en lisibilité et en cohérence, à la fois dans les dossiers amont et après la gestion aval, de des projets et leur facturation, quoi. Donc c'est vraiment ça et en ce sens-là, vous en parliez sur le choix du logiciel et le choix de la solution. Faut regarder, nous on a analysé pas mal de choses. On a été regarder y compris des logiciels qui sont plus orientés entreprises de BTP. Mais faut faire attention, il y a des logiciels qui gèrent pas, les acomptes par exemple. Moi je travaille pas mal en client privé, donc acompte systématique, c'est bon pour la trésor, faites-le, c'est important. Et les clients râlent pas. Faut pas avoir peur des clients. Faut pas avoir peur de facturer les clients. Donc gestion des acomptes, est-ce que c'est possible? Pas possible. Il y a beaucoup de logiciels qui tombent à ce niveau-là et qui sont pas capables de le faire. Les questions d'éco-traitants, sous-traitants, les révisions, les actualisations, les répartitions en pourcentage ou en prix bloqué. Vous prenez un thermicien qui fait juste l'étude thermique, qui vous dit: «Je prends 1 200 €», bah, vous avez des logiciels qui permettent de mettre dans la case 1 200 € et pas 1,798 qu'on calcule à la main et enfin ou avec Excel et que c'est une galère, quoi, voilà. Donc il y a tout un tas de solutions. N'hésitez pas à faire des démos avec les gens et cetera. Trouvez la bonne solution qui vous va bien. Nous, on en a choisi une et je suis pas là pour faire le commercial de cette solution-là, mais heu, voilà, et ne négligez pas non plus cette histoire de temps de transition que tu disais, le changement, moi aussi, ça fait quelques années, à peu près autant que toi. Et donc, il y a des habitudes, il y a des inerties, il y a une capacité en avançant dans l'âge au changement qui est plus tout à fait la même. Faut l'accepter, peut-être faut déléguer, sur certains sujets. Moi, je suis ravi, je délègue un peu plus. Mais voilà, je pense que la facturation électronique, bah, voilà, ça arrive avec des dates butoirs et on sait très bien, un peu comme tout le monde, hein, le changement et les architectes sont très forts sur les deadlines. Donc tant qu'on n'a pas de deadline, on change pas. Donc c'est bien, on a une deadline. Cette fois, elle est actée, elle sera pas repoussée, je pense, hein. Je pense que là, on est vraiment au bout du bout. Mais comme on a cette année devant nous, bah, faut en profiter pour explorer les solutions, analyser et trouver, l'outil qui va correspondre à son besoin. On en discutait avec d'autres confrères, avec Damien. Il y a des experts comptables qui disent: «Bah, nous, on a telle solution» et qui vous le dit: «Bah, voilà, nous, on a cette solution-là». Mais c'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas celle qu'il faut et c'est peut-être pas celle qui vous correspond. Donc peut-être éviter de plonger dans un côté facilité en disant: «Bah, je prends ça parce que on me le propose et puis, j'ai résolu le problème, je ferme le dossier, je passe à autre chose». Bah, faut peut-être profiter de cette occasion-là pour reposer, l'ensemble des sujets. En tout cas, nous, c'est on a voulu faire à l'agence, de façon à faire en sorte que, bah, on travaille mieux, pour la suite et d'une façon plus globale, à l'intérieur d'un processus de production d'une agence d'architecture. Ça me semble assez complet. Alors, forcément, si vous avez des réactions ou d'autres questions qui vont venir, n'hésitez pas. Marie-Laure,
Est-ce que grosso modo, vous savez nous dire un peu, ça sert à quoi la facturation électronique? On a tous un peu notre petite idée sur pourquoi l'État met ça en place, mais est-ce que vous savez nous introduire un petit peu le sujet? Voilà, donc les principaux objectifs donc, pour l'État français de réduire de mettre en place la facture électronique, nous sommes quand même dans les derniers pays européens à la mettre en place. Je crois. Voilà, alors je ne sais plus notre positionnement, mais on est pour. Gaulois réfractaire. On est dans les derniers. J'ai pas mis la slide sur ça, mais on est dans les derniers. Donc du coup, l'objectif premier, c'est quand même de lutter contre la fraude à la TVA. Voilà. Du coup, l'objectif, c'est d'essayer de gagner, ils estiment une économie de 4,5 milliards d'euros. Donc on a des chiffres un peu, qu'on dit 4,5, parfois on entend 11 milliards. Bon voilà, on a pris les chiffres les plus prudents à 4,5 milliards. Ensuite, l'objectif de l'État, c'est aussi à terme, du coup, pour maîtriser la TVA, ça va être eux qui vont faire les déclarations de TVA. J'en discutais avec la DGFiP, le remplissage automatique des déclarations de TVA, c'est plutôt à une horizon 10 ans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils veulent, un maximum d'informations dans la facture électronique et dans les données de paiement, qu'on verra après, pour qu'ils soient capables de pouvoir remplir les déclarations de TVA. Et je fais une petite parenthèse. En fait, ils mettent d'abord les experts comptables, parce qu'ils vont faire des pré-remplissages, on va devoir les contrôler, et puis on va dire tout ce qui ne va pas. Et une fois que le truc sera bien rodé et qu'on aura fait toutes les remontées, ils vont s'approprier le sujet. Bon, voilà, ça c'est notre petite parenthèse. L'objectif, c'est aussi de renforcer la compétitivité. Ça rejoint un petit peu les discours où, effectivement, quand on automatise, on gagne quand même du temps. Et du coup, du temps, comme vous et moi, on facture de la prestation. Donc, du coup, c'est de l'argent. Et l'État souhaite aussi, puisqu'elle va avoir les données en temps réel, c'est de voir un petit peu où se situe l'activité économique en France, à l'instant T. Voilà pour les objectifs de l'État. On peut dérouler. Voilà. En termes de changement, il y a deux mots-clés que vous allez entendre dans la facturation électronique. Il y a la partie e-invoicing et la partie e-reporting. Ça, c'est deux mots-clés que vous devez connaître et correctement appréhender pour savoir où vous vous situez. Vous pouvez aussi vous situer dans les deux cas que l'on verra après. La partie e-invoicing, c'est lorsque vous travaillez avec des professionnels, lorsqu'un assujetti à TVA, donc vous, puisque par définition, tout le monde est assujetti à la TVA. Même un auto-entrepreneur qui ne facture pas de la TVA, en fait, il relève de la franchise en base de TVA, mais à la base, il rentre bien dans le champ d'application de la TVA. Donc ici, que vous soyez auto-entrepreneur individuel ou en société, vous êtes forcément assujetti à TVA, donc vous êtes assujetti à TVA. Ensuite, soit vous allez travailler avec un autre professionnel qui est assujetti à la TVA. Dans ces cas-là, vous allez devoir lui émettre une facture électronique et vous allez rentrer dans le cadre de l'e-invoicing. En revanche, si vous vous positionnez où vous êtes, un assujetti à TVA, pas de changement, mais vous allez travailler avec un particulier. Un particulier, il n'est pas assujetti à la TVA. Sa facture, globalement, il s'en fiche. Donc, du coup, vous allez vous situer dans le e-reporting parce que l'État va ne pas vouloir avoir la facture que vous allez envoyer au particulier, mais elle va vouloir par contre avoir toutes les données de la facture et de paiement pour justement faire la déclaration de TVA et analyser ces chiffres. Donc du coup, voilà, et vous pouvez vous situer dans les deux cas, on aura un exemple après, ou si vous travaillez avec des particuliers et des professionnels, vous allez avoir les deux cas à gérer. Et on va aussi faire un petit aparté quand on travaille avec les collectivités Chorus. Maintenant qu'on a vu ça, l'objectif, c'est le calendrier. Le calendrier, 1er septembre 2026, les grandes entreprises sont obligées d'émettre leurs factures sous format électronique. Donc, comme je vous le disais, EDF, Orange, etc. Vous voyez, le seuil, on est à plus de 5000 personnes, etc. D'accord ? Donc, on commence déjà à être plutôt sur des grandes entreprises. Donc, elles vont être obligées d'émettre leurs factures, mais si elles émettent leurs factures, il faut que tout le monde soit capable de les recevoir. Donc, c'est pour ça que tout le monde est obligé d'avoir une plateforme pour être capable de réceptionner les factures au 1er septembre 2026. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est septembre 2027. Là, tout le monde doit être capable d'émettre ses factures sous format électronique.
Donc là, vous allez dire, ouh là là, mais si je dois réceptionner en 2026, il faut que je trouve mon logiciel ou ma plateforme. Pas forcément. Puisqu'il faut savoir qu'on peut avoir 2 plateformes agréées. Bon, votre logiciel, il sera certes unique, mais on peut avoir 2 plateformes. On peut avoir une plateforme en réception et une plateforme en émission. Ça ne pose pas de sujet. C'est vrai qu'on a tendance à dire d'avoir la même plateforme, du coup, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a tous les flux au même endroit, mais ce n'est pas une obligation. Et supposons que vous choisissez une plateforme et vous voyez que finalement, ça ne va pas. D'une part, il n'y aura déjà pas beaucoup de flux parce qu'en gros, il n'y aura que les factures Orange, EDF, etc. qui vont être sur la plateforme. Hein. À tout moment, on peut changer de plateforme. D'accord ? Il y a un délai, bon, faut compter, je crois, 15 jours. Bon, les délais varient un peu, mais bon, on va dire une quinzaine de jours, puisqu'on peut mettre des dates de début et de fin d'adhésion. Donc, on va dire, globalement, il faut appréhender ça sereinement, puisqu'il y a quand même des possibilités de sortie si éventuellement vous faites dans la précipitation et que là, sur l'année, mais par contre, l'objectif, c'est qu'au 1er septembre 2027, il faut vraiment que vous ayez vraiment votre bonne plateforme et le bon logiciel pour assurer une continuité. Parce qu'il y a quand même une petite incertitude, c'est la reprise des données antérieures si on change de plateforme. Le changement de plateforme, il peut se faire, on clique, on change de plateforme, très bien, mais c'est l'antériorité des données. Aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Certains disent on reprend l'intégralité des données, d'autres qui disent non, on ne peut pas. En tout cas, les plateformes qui vont pouvoir reprendre, en tout cas de manière plus sûre, l'antériorité des données en cas de changement, c'est si elles sont API AFNOR, donc ça c'est quand même une condition importante. S'il y a des choix de logiciels et de plateformes, il faut s'assurer qu'elles soient bien compatibles AFNOR. Et deuxième point, c'est que la plateforme, elle garantisse bien un archivage légal pendant 10 ans et non un stockage légal. Un archivage, c'est normé, c'est obligatoire, donc on a tous les prérequis. Un stockage, il n'y a pas de valeur probante. Donc si j'ai 2 conseils à vous donner, parmi tous les logiciels ou les plateformes que vous allez avoir, déjà, nous en tout cas au cabinet, on dit déjà tous ceux qui ne remplissent pas ça, pour nous, après, vous pouvez le choix, ça reste un choix personnel. Mais nous, on ne conseille pas. C'est sûr, en fait, il y a un annuaire, l'annuaire des entreprises, voilà, qui gère la plateforme électronique où il faut faire un rattachement. Donc, si vous allez sur l'annuaire des entreprises, plateforme et facture électronique, vous tapez votre SIRET et vous allez voir, vous êtes référencé. Donc, le site est momentanément indisponible jusqu'au 1er juin. Mais dès lundi, tout va marcher. Je ne vais pas vous faire l'antériorité, mais il y a une grosse mise à jour en avril parce que ce n'était pas exhaustif. Donc, parce qu'en fait, si vous tapez votre SIRET et que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas dire voilà. Donc, du coup, il y a une mise à jour au 30 juin, au 30 avril, il y a une mise à jour là en mai. Ils ne sont pas encore à jour, donc nous, ils nous ont dit surtout ne nous appelez pas avant le 10 juin. Si vous ne nous voyez pas, attendez le 10 juin, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Donc, du coup, ils ont mis la plateforme en indisponible au moins jusqu'au 1er juin. Donc, comme ça, ils sont sûrs de ne pas avoir de relance. Et donc, du coup, en vous connectant, en rattachant, du coup, votre SIRET, vous dites, j'ai choisi telle plateforme. Et en fait, la clé qui va permettre de transiter les factures, ça va être votre SIRET. En fait, votre SIRET, c'est le numéro de téléphone. On appelle, tac, c'est le SIRET. 2 possibilités, soit par cette même plateforme, soit par une autre plateforme. On peut avoir une plateforme en émission et une plateforme en réception. Ça reste du cas par cas. C'est vrai qu'on a tendance à dire une seule et même plateforme. Du coup, vous allez avoir sur votre plateforme vos factures en émission, en réception. À un seul endroit, vous allez avoir toutes vos données. Donc, c'est vrai qu'en termes de gestion, c'est mieux. Parfois, pour X ou Y raison, en fonction de certains domaines d'activité ou autres, il y a 2 plateformes qui se mettent. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Est-ce que c'est optimal ? Ça, c'est à vous de juger. Et les personnes qui sont, par exemple, en auto-entreprise ou tout seuls, qui rentreraient dans un cadre mais pas dans l'autre, pourraient avoir qu'une plateforme qui leur permet de recevoir, oui, sans avoir forcément de plateforme où ils vont y mettre. Elles sont obligées de les mettre aussi. L'auto-entrepreneur, il est obligé de les mettre parce qu'il est en franchise embauche, donc de base, il est assujetti à TVA, donc la règle s'impose à lui. Donc, il n'y a que quand je ne suis pas soumis assujetti à TVA, mais c'est quand même très rare. Voilà. Nous, on fait des prestations, même pour les particuliers, il y a une TVA dessus. Même un médecin. Voilà, un médecin, il est obligé, lui, alors il rentre dans le champ d'application de la TVA, mais il est exonéré. Donc lui, il sera obligé de au moins recevoir toutes ses factures. Par contre, il n'aura pas besoin d'émission parce qu'il est exonéré. Mais par contre, réception, pareil. Vous avez, alors là, je fais
j'élargis un peu, vous avez des SCI. Une SCI avec des locaux assujettis à TVA. Vous êtes dans les deux cas. Hein. En revanche, vous avez une SCI où il n'y a que des locaux d'habitation. Les locaux d'habitation, il n'y a pas d'option TVA possible. Donc, du coup, s'il n'y a que des locaux d'habitation dans la SCI, on est uniquement en réception. Mais vous devez quand même avoir une plateforme pour votre SCI. Le transfert, ça va être au moment de la facturation, est-ce qu'il est particulier ou est-ce qu'il est SCI? Et s'il est SCI, est-ce qu'il est une SCI assujettie à TVA ou une SCI pas assujettie à TVA? C'est au moment de la facturation. Ce qui compte, c'est la facturation. Parce que si avant, supposons que vous avez fait une facture à cette personne en particulier, la facture que vous aurez faite, elle va rentrer dans l'état, dans le e-reporting. Vous allez quand même transmettre les données. Donc voilà. Ça change d'environnement. Bon, bah voilà, au moment où je fais ma facture, je suis dans ce cadre-là. Donc, voilà. Il n'y a pas de changement dans votre organisation comme vous faites là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, du coup, il faut se positionner au bon moment. Vous pouvez toujours faire un avoir. Et après, si vraiment, supposons, alors, si vous vous trompez, justement, le client, vous l'envoyez une SCI qui est assujettie à TVA, au final, il dit non, c'est pour mon jardin. Bon, voilà, j'exagère. Et bien lui, dans ces cas, il a le droit de rejeter la facture sur la plateforme. Alors, les factures électroniques, elles ont des mentions obligatoires. Et là, par rapport aux mentions obligatoires actuelles, il y en a en plus. Bon. Il y en a notamment une qui est le SIRET. Donc du coup, si vous voulez facturer à une entreprise, il faut que vous ayez son SIRET. Donc du coup, d'office, vous allez savoir si c'est une entreprise ou pas. Après, à savoir si elle est assujettie à TVA ou pas, mais ça dépend. Mais voilà, mais déjà, SIRET ou pas SIRET, ça va déjà savoir si c'est un particulier ou une entreprise. Sinon, s'il n'y a pas le SIRET, ça ne pourra pas partir puisque il n'y a pas tous les champs. Moi, je pense qu'après, de toute façon, la différence entre tous les différents cas, c'est que justement, c'est un outil pour émettre et recevoir des facturations, mais si quelque part on le réfléchit plutôt comme un pilotage global où je veux voir ma trésorerie, je veux voir ce qui rentre, je veux voir ce qui sort et qu'on choisit la bonne plateforme, j'ai presque envie de dire qu'à la fin, même si ce n'est pas assujetti à TVA, j'émets ma facture avec la plateforme quand même. Et du coup, ma facture se retrouve et elle existe quelque part dans un global où je n'ai pas besoin de me faire mon bilan comptable avec une partie en papier, une partie... En fait, toutes vos factures, vous allez les émettre avec votre logiciel. Ça, il n'y a pas de débat. Vous n'allez pas avoir vos factures Excel pour vos particuliers et vos factures professionnelles dans votre logiciel. Toutes les factures vont partir de votre logiciel. C'est juste qu'au moment, globalement, où vous allez cliquer sur la facture, s'il y a tous les champs et qu'on a dit que c'est un professionnel, ça va partir sur la plateforme. Si c'est un particulier, votre plateforme, votre logiciel, comme il va être compatible, il va stocker les données que l'État a besoin, et quand vous allez appuyer sur le bouton, ça va partir dans le e-reporting. Oui, mais dans tous les cas, on va émettre une e-facture. Exactement. Et elle sera lue comme étant une facture avec TVA ou une facture non assujettie. En fait, une fois qu'on a basculé, un point, c'est tout. On n'a plus à se poser la question de pour qui on travaille et ça se dispatche automatiquement. C'est ça, à condition que la facture soit bien faite. Et justement, lui, il n'a pas besoin, le particulier, justement, voilà, lui, il va l'avoir comme avance ou par mail, ou après, votre logiciel, il peut dire, quand c'est le particulier, ça part avec l'adresse mail et ça part en automatique. Après, voilà. Donc, exactement. Exactement. Le particulier, il recevra toujours de manière hors plateforme, parce que lui, il n'est pas concerné par la réforme. Mais est-ce que ça veut dire que tous les clients qu'on va avoir, à partir de 2027, tous les clients qu'on va avoir, il va falloir qu'ils nous déclarent aussi leur plateforme pour nous émettre, ou c'est à partir de notre base et de la plateforme qu'on a choisie, qui, elle, va dispatcher, que ce soit Pierre-Paul Jacques? Non, ça va dispatcher avec le SIRET, ça doit partir, ça part. Vous appuyez sur le bouton, ça part. Comme vous l'avez compris, une facture PDF, c'est non. Facture Excel, c'est non. Facture Word, c'est non. Facture papier, c'est non. Et une photo, c'est non. OK ? Donc, il y a plusieurs formats compatibles de facturation. Voilà. En fonction des pays, on a plusieurs possibilités. Mais en France, c'est essentiellement la facture X que l'on va voir juste après. Qu'est-ce que c'est qu'une facture X? Donc ça aussi, quand vous choisissez votre logiciel, parce qu'il y a certains logiciels qui sont, on va dire, européens, et du coup, la facture X, c'est un cas un peu spécifique français. Donc du coup, il y a certains éditeurs qui proposent un autre format que j'ai vu tout à l'heure, et donc du coup, on n'a que du codage. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Alors après, ça se lit, hein, c'est un texté, donc on retrouve nos données, hein, mais bon. Alors que la facture X, c'est l'exception française. Vous visualiserez toujours votre PDF à l'écran,
Et derrière, vous allez avoir de l'XML. Et cet XML-là, vous pouvez l'ouvrir, mais bon, voilà, vous avez quand même le pendant là. Et c'est ces données-là qui vont partir à l'administration fiscale. Et il n'y aura pas tous les champs, il n'y a que les champs obligatoires. Donc, si vous voulez mettre un petit bisou, voilà, il y a des paragraphes dans la facturation dont les données ne sont pas transmises. Voilà. Donc, c'est ça une facture X. C'est un PDF en visu, un XML derrière pour l'envoi des données. Non. Là, c'est juste pour vous exposer ce que c'est qu'une facture X. Quand vous choisissez votre plateforme, regardez bien les cas d'usage. Si elle ne traite pas les situations, ça ne sert à rien d'y aller. Donc, ce n'est pas parce que la plateforme elle est agréée par l'État qu'elle répond aux 40 cas d'usage. Donc, du coup, vérifiez les cas d'usage dans lesquels vous êtes et vous choisissez une plateforme qui est... Donc, du coup, les 40 cas d'usage, elles ont dit, voilà, elles ont dit, waouh, 2 ans pour tout faire, on n'y arrivera pas, et en plus, ça va me coûter cher. Donc, du coup, ils ont dit, on le délègue à des privés. Chorus, 2 possibilités. Pour le moment. Soit vous restez dans le schéma de droite où vous déposez sur Chorus et ça arrive donc du coup, on prend Chorus classiquement, comme vous faites, pas de changement, vous pouvez. Par contre, nuance, j'ai encore eu un rendez-vous avec la DG FIP avant-hier midi qui m'a dit qu'il a écrit noir sur blanc dans sa slide, ce schéma-là, à moyen terme, ça sera plus possible. L'objectif, c'est que l'entreprise, donc vous déposiez sur la plateforme la facture et la plateforme va aller le déposer sur Chorus. Du coup, je discutais avec un client qui me dit oui, du coup, s'il travaille quasiment qu'avec des collectivités, il me dit dans ce cadre-là, je n'ai pas le surcoût de la plateforme, alors que là, je l'ai tout de suite. Je lui dis oui. Après, si vous avez des factures un peu qui vont sur Chorus, et qui ne transitent pas, après, ça reste de la gestion. Et en fait, on pense gagner de l'argent, mais c'est ce qu'on appelle les coûts cachés. Hein. Si du coup, vous devez changer de plateforme, où sont mes factures, mon chiffre d'affaires, il faut que je totalise là, puis là, bon, voilà. Donc, si vous faites directement ce schéma-là en disant « je dépose ma facture sur la plateforme qui ira sur Chorus », vous remplissez l'obligation aujourd'hui, mais aussi celle de demain. Alors que si vous gardez ce schéma-là, c'est possible, ça vous coûte moins cher à court terme. Mais par contre, le schéma 2, c'est sûr, il sera supprimé. Et Marie-Laure, la plateforme, elle est hébergée sur le logiciel ou il faut choisir d'abord son logiciel et après, il faut choisir sa plateforme ou... Parce que là, j'ai noté qu'il faut aller enregistrer son SIRET quelque part, choisir sa plateforme. J'ai l'impression que peu importe laquelle c'est. Par contre, c'est le logiciel qui est important dans notre cas. Donc du coup, quand vous avez choisi votre logiciel, le logiciel, soit il a une plateforme qui lui est associée, il y en a qui ont développé des partenariats, et donc du coup, il est recommandé de suivre la recommandation de votre éditeur pour qu'il y ait le moins de bugs possible. Par contre, si votre éditeur est normalement un peu plus, normalement, du coup, son logiciel, il est aussi API AFNOR, donc du coup, votre logiciel doit être capable de se connecter avec toutes les plateformes. Il y a des logiciels où, du coup, le coût, ça intègre la facturation et la plateforme. Dans la facturation, il y a de tout. Il y en a qui facturent au nombre de factures. Il y en a, c'est illimité, quel que soit le nombre de factures. Il y en a, les banques, ça peut être soit du forfait, soit une augmentation des coûts de commission, etc. Voilà. Donc ça c'est à regarder les conditions tarifaires de facturation. Vous allez quand même gagner parce que quand vous envoyez, comme ça va être horodaté, la facture va partir parce que quand vous envoyez, alors des privés peut-être moins, mais dans du public, c'est bon service, ça revient, ça repart, je ne l'ai pas eu, etc. Là, la facture, elle va arriver à l'endroit et vous allez dire, je l'ai envoyé tel jour, telle date, vous aurez quand même une date certaine. Donc normalement, l'objectif, c'est quand même de réduire les délais de paiement, d'autant plus que quand la facture arrive dans la plateforme, vous avez 30 jours pour la valider. Donc, celui qui la reçoit, d'accord ? Au bout des 30 jours, parce que vous allez dire oui, pendant les vacances, bon, ok. S'il n'y a pas d'action de votre part au bout des 30 jours, la facture est considérée comme acceptée. Elle n'est pas considérée comme payée, mais elle est considérée comme acceptée. Donc, du coup, vous voyez, dans le chaînage, ça permet quand même un peu de centraliser au même endroit et d'avoir, du coup, une date probante. Voilà, et éviter, normalement, les plus et les allers-retours. On va à l'administration fiscale. Et à quelle fréquence sont envoyées les données? C'est à la facture. Dès que vous faites envoyer, c'est envoyé. Attention, vous n'allez plus pouvoir dire le 4 du mois suivant, je facture en date du 31 du mois d'avant.
c'est date de facture. Par exemple, parfois, le 5 juin, vous allez faire votre facturation du mois de mai et vous allez dater votre facture du 31 mai. Et bien là, c'est non, 5 juin, 5 juin. Si vous êtes en vacances et que c'est le 10, ben c'est 10, c'est pas le 31. Non. Si vous êtes dans le e-reporting, alors je pense que vous n'êtes pas concerné, je ne pense pas, par du B2B international. Non, peut-être plus sur l'île avec la Belgique, non? Bon, peu, mais voilà. Ils sont en protecteur belge. Non, mais je sais pas. Avant, j'étais sur l'île et je sais que je faisais davantage de transfrontalier, mais voilà. Les transactions B2C, donc là, c'est avec vos clients. S'il y a des acquisitions intracommunautaires, mais dans la prestation, vous n'aurez pas. Et il faudra également transmettre les flux de paiement, parce que du coup, comme ils n'auront pas la facture, il faudra transmettre les transactions, mais également les données de paiement. Le flux, donc, qui partira aussi à l'administration fiscale, sans transmission parallèle à l'acheteur. Bah oui, parce que l'acheteur, c'est un particulier, donc un particulier, ça ne va pas transiter par une plateforme. Et là, heureusement, vous êtes assis, la fréquence des flux, le temps, là, c'est à la facture, mais la fréquence des flux, ça peut être à la décade, mensuelle ou bimensuelle. Et ça dépend de votre régime de TVA. En fonction du régime de TVA, vous allez devoir transmettre le e-reporting soit tous les 10, soit 2 fois par mois, etc. Donc ça dépend vraiment de votre date de TVA. Et normalement, si vous avez un bon logiciel, ça doit partir en automatique, ça. Mais là, je rappelle les obligations, mais donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, le logiciel, c'est primordial, c'est stratégique pour votre société. On va permettre de synthétiser parce qu'on l'a vu. Donc quand je suis un fournisseur, si je me positionne, moi, chef d'entreprise, hein, je suis un fournisseur assujetti en France et mon client est assujetti, facture électronique, e-invoicing. Je suis un fournisseur assujetti à TVA en France, mon client n'est pas assujetti, e-reporting. Alors la facture, elle est libre, mais vous allez la laisser dans votre logiciel, il n'y a pas d'obligation, mais l'objectif, c'est d'avoir un seul système de facturation, mais vous transmettrez uniquement les données de transaction dans le e-reporting. Et si je suis un fournisseur qui réalise des opérations exonérées de TVA, que votre client soit assujetti ou non assujetti, on est dispensé. C'est le cas du médecin. Mais vous, ici, en parlant d'architecte, vous êtes dans le 1 ou le 2. Donc, si on résume, dans le cas numéro 1, vous travaillez avec des professionnels assujettis à TVA. Quelles sont vos obligations? Premièrement, vous émettez votre facture dans les 3 formats obligatoires, en sachant qu'en France, c'est plutôt le format X qui est privilégié. L'obligation 2, vous transmettez votre facture via une plateforme agréée. Voilà, avant, donc, si vous voyez PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, c'était l'ancien nom. Maintenant, ils ont changé, c'est une plateforme agréée, mais c'est la même chose. PDP égale PA. Donc, parfois, peut-être que dans certains supports que vous aviez peut-être eu ou que voilà, ça s'appelle PDP, c'est la même chose. PDP ou PA, c'est la même chose. Qui est agréé par la DGFiP. Pareil. Il existe sur le site impôt.gouv toute la liste des plateformes agréées, parce il y a un commercial qui pourrait très bien vous vendre « oui, je suis agréé ». Dans le doute, vous vérifiez. Ensuite, lorsque vous serez sur la plateforme, vous allez du coup recevoir les factures et vous allez devoir donc gérer les statuts. Donc, c'est-à-dire que vous allez dire, elle est acceptée, ensuite elle est payée, la date de paiement, etc. Parce qu'il faut avoir en tête que l'administration fiscale veut toutes les informations pour faire la déclaration de TVA. Et vous, comme vous êtes généralement, sauf si vous avez fait une option pour les débits, mais vous êtes en facturation de prestations, donc vous payez la TVA lorsque vous êtes payé et pas lors de l'émission de la facture. Donc, du coup, nous, en tant qu'experts comptables, on vous fait payer la TVA que lors du paiement. Donc, vous allez bien, on a beau avoir votre facture, on va voir dans le compte client si c'est payé. Donc, l'administration fiscale, elle veut cette donnée-là. Donc, il faut être capable de lui donner les données de paiement. Sauf si vous avez fait une option sur les débits. Je pense que vous êtes en minorité, oui, voilà. Auquel cas, c'est la date de facture qui fait foi que le client est payé ou pas payé. Donc, concrètement, on rentre dans la facture la date. Alors, ça ne sera pas dans la facture, ça sera dans le logiciel.
Oui, alors là, pareil, pour nous aussi, on travaille sur le sujet avec notre éditeur. Normalement, comme ça va être, le logiciel va être connecté avec la banque. Quand on va l'imputer, dire ça se va à ce client-là, etc. Les traces, bon, voilà, c'est un peu technique. Normalement, la plateforme et le logiciel comptable et la banque devraient tout communiquer. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. Voilà, alors je dis peut-être qu'à court terme, il y aura peut-être une saisie ou un contrôle à faire, vérifier que les données sont correctement remplies. Et l'objectif à terme, c'est que ça se fasse automatiquement. Parce que d'autant plus que l'objectif, c'est vraiment d'utiliser le logiciel, déjà le bon logiciel qui permet de répondre à ça. En tout cas, nous, on travaille vraiment sur ça avec notre logiciel et nos clients. C'est que tout se fasse en automatique. Parce que quand vous allez faire votre facture, d'accord, le client va pouvoir cliquer comme vous cliquez pour payer en carte bancaire, etc. Mais vous pouvez pouvoir dire payer. Et comme ça, ça va pouvoir rattacher le paiement à la facture en automatique. Vous n'aurez plus besoin de vous rapprocher vos factures. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de tout chaîner pour que ce soit automatisé et éviter les ressaisies pour arriver à ça. Et voilà, et transmission à l'administration des données de facturation, des statuts de la facture, un rejet accepté et des données de paiement. Alors que si vous êtes dans le cas numéro 2 où on est avec un particulier, vous transmettez votre facture comme vous voulez, là au ticket de caisse, je prends les stands du restaurateur, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Il ne change pas, il transmet les données de paiement à l'administration avec les statuts et les données de paiement. Voilà. Donc vous, c'est essentiellement ces deux cas. Et là, le cas de dispense, c'est essentiellement, vous voyez, les établissements bancaires, les assureurs, voilà, bon, on n'en a pas dans la salle, les prestations médicales, etc., qui sont en dispense d'émission, mais par contre, ils doivent quand même recevoir leurs factures sur la plateforme. C'est le cas des SCI, des SCI uniquement d'habitation. Alors, merci beaucoup pour cette... je pense que là, ça va commencer à fuser un petit peu. Mais on va passer juste à un petit cas pratique. On a la chance d'avoir avec nous Simon Deloup, qui a une agence sur l'île. Et Simon, il va nous parler en fait de l'expérience qu'il a, parce qu'il a cette particularité d'avoir sauté le pas depuis quelque temps. Et puis surtout, il l'a fait avec une vision un peu plus globale, et il a accepté de venir un petit peu nous en parler. Toi, ça fait longtemps que tu as démarré un petit peu la facturation électronique ou... Oui, c'était après post-Covid. Donc en effet, Simon et Claire de l'atelier MA. Donc je suis venu avec Claire parce qu'en fait, la technique, c'est elle. Donc sinon, je vais vous parler de généralité et de violon. Et c'est Claire qui va rentrer dans le dur du sujet. Mais néanmoins, en effet, on s'est posé... nous, on est 12 à l'agence et on a mis ça en place assez vite parce que on a voulu rentrer dans de la compta analytique. Non pas pour fliquer les salariés, mais pour savoir notre taux de rentabilité. Et ça, en effet, si vous êtes tous architectes, on est des créatifs, ou en tout cas, on aime le dessin. Puis à un moment, quand il faut rentrer dans les chiffres, c'est ce qui a été dit juste avant, hein, c'est que c'est toujours un peu laborieux et c'est pas notre formation. Et quand Claire elle est arrivée à l'agence il y a 10 ans maintenant, la première chose qu'elle a dit, c'est « mais c'est quoi le point mort de la boîte ?» Et je ne savais même pas de quoi on parlait, en disant « c'est quoi le point mort de la société ?» C'était impossible de comprendre. Donc en effet, en sortant des premières matrices, elle a dit c'est à partir de tel jour et tel mois dans l'année qu'on commence à être en renta, etc. Et il y a eu plein de sujets comme ça qui ont été très techno. Donc on s'est dit, fort de cette expérience qu'elle a menée, on va travailler sur la rentabilité un peu de l'agence, comprendre ce que c'est la rentabilité de notre agence. Et ça, on ne l'avait jamais fait, hein. Nous, on se dit, voilà, on travaille au pourcentage ou à l'heure parce qu'on a un pôle urbanisme et on ne le vend pas évidemment puisque c'est la prestation qui n'est pas reliée à un chiffre d'affaires ou en tout cas à un montant de travaux, donc on est obligé de travailler au temps passé. Mais donc on a ces deux modes de calcul qui marchent très bien et puis on s'est dit oui, mais comment on arrive à savoir si on est rentable à part au doigt mouillé, on fait à peu près tel chiffre d'affaires, on sait à peu près la masse salariale, mais en fait il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Donc là elle a dit il faut absolument qu'on arrive à avoir un outil analytique. On a travaillé des mois, en tout cas 1 an ou 2 avec notre expert comptable aussi, ce qui nous a fait atterrir sur un logiciel, et ça c'est un peu ce que Bertrand t'a dit, c'est qu'on a fait un choix qui nous a été un peu imposé par le comptable, en tout cas ce que vous avez dit Marie-Laure, on a atterri sur un outil qu'on nous a proposé, qui aujourd'hui est conforme, mais
pas forcément compatibles tout le temps. Donc ça, on va en parler. Et donc l'intérêt, c'était de savoir, et j'en conclus là, c'est que de savoir quelle opération chacun des salariés doit rentrer dans un outil. À la base, on le faisait sur un Excel. Bah, moi, j'ai passé 2 heures sur telle affaire, puis 3 heures sur telle affaire, et à la fin, bah, on s'en servait pas du tout de la data parce qu'on bouffait du tableau Excel, on savait pas le faire. Donc avec le comptable, quand on lui a parlé de ça, on a mis en place un outil qui nous a proposé, qui nous a encodé pour nous. Donc même eux, ce qui était assez chouette, c'est que ils nous ont pas trop fait payer ça parce que même eux, ils nous ont dit, c'était il y a 5 ans, 6 ans, ils nous ont dit, bah nous, c'est aussi une expérience de tenter de coder un logiciel. Donc ils ont codé pour nous un logiciel qui maintenant le vend d'ailleurs. Du coup, on a été dans un travail un peu d'échange et d'expérience commune et de laboratoire. Donc on a cet outil-là. Chacun des collaborateurs encode sur l'outil les heures qui passent. Et nous, ça nous permet, pour un client, quand on lui dit, bah, on pense qu'on est en dépassement par rapport à la mission qu'on a vendue. Ah, mais sur quoi vous le justifiez? Donc Claire, elle sort le tableau. Elle ne sort pas non pas à la personne, mais à la phase de telle opération. Et puis, on sait si oui ou non, on arrive à rapprocher. Est-ce que ce qu'on a vendu, c'est conforme à ce qu'on a vraiment exécuté? Et on a des courbes qu'on exploite en disant, bah ouais, telle opération, c'est plutôt rentable, telle opération, ça l'est moins. Et puis en fait, on se rend compte que certains sujets, on arrive à être plutôt juste, certains pas du tout, et ça nous permet de corriger en temps réel. En effet, là, ça fait rêver, mais c'est pas tout à fait ça parce qu'on ne le fait pas exactement. Et il y a des choix aussi de stratégie de boîte, hein. On sait qu'on va perdre de l'argent, mais il faut le faire parce que le client on l'aime bien, etc. Et puis d'autres, on sait que c'est pas très brillant et c'est pas très glorieux, mais par contre, c'est hyper rentable. Et on trouve le bon équilibre là-dedans. Ça, c'était pour le contexte. Parce qu'en fait, une fois qu'on a travaillé donc, sur cet outil-là, et c'est là qu'on a eu la possibilité avec notre comptable de mettre en place une plateforme, enfin un outil qui était conforme à nos besoins. Et ça devenait intéressant. Ça veut dire que nous, on avait besoin d'avoir de la compta analytique, on avait besoin d'avoir, comme il a tous nos clients, en effet, nous, on fait pas de particulier, on fait un peu de privé lié à la promotion, lié à de la grande enseigne, un petit peu, mais surtout, je sais pas, 65% de notre marché, de notre chiffre d'affaires, il est plutôt lié au public. Et donc, on a pu trouver les bons curseurs pour avoir le bon outil. Et c'est à partir d'une question qui était comment on peut faire de la compta analytique à cette compta analytique, bah, on va vous passer déjà le cap il y a 6 ans en disant on va le rapprocher à la facturation électronique puisqu'un jour on va y arriver. En 2020-2021, c'était un jour, c'est ce que tu disais, puis ça a été reporté. Sauf que nous, du coup, depuis 2021, eh ben, l'outil il existe et on est en facturation électronique. Mais non pas parce qu'on a fait un choix en disant on est les meilleurs, on a anticipé, parce qu'en fait, c'était notre comptable qui était un peu jugeote en nous disant ça va arriver, profitons de la réforme que vous êtes en train de faire sur la compta analytique pour ça. C'est Voilà. très bien. Alors, ça, c'était pour le côté poétique et waouh, c'est trop bien. Maintenant, comment ça marche en vrai? En Ouais. fait, comme tu as parlé un peu de avant aujourd'hui, je vais un peu parler pendant parce que c'est vrai que tout ce qu'on a entendu ce matin, je pense que vous allez sortir de là en vous disant oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend voilà. Donc le choix du logiciel, oui, il faut le faire par rapport à votre métier. Moi, je pense, Bertrand, qu'il faut quand même le faire par rapport à son expert comptable. Il est quand même de bons conseils et c'est toujours bien de faire le choix par rapport à lui. Et après, oui, c'est vrai qu'on était moins pressé en 2021 que là en 2026 et de se dire bah oui, c'est l'année prochaine. Mais enfin, vous avez largement le temps. Ce qui est un peu rébarbatif, et alors je pense que ça doit être comme ça pour tous les logiciels, je vous regarde, mais vous allez me dire, c'est qu'il faut reprendre l'ancienneté des factures en cours. Mm. Donc c'est ça qui est un peu... donc si vous êtes sur du Excel, il va pas prendre le Excel et le mouliner, il va falloir rentrer voilà, son arriéré de facturation sur les projets en cours. Sur les encours, hein. Faut pas aller rechercher l'historique. Mais ouais, et nous, comme on a de l'urba sur 10 ans, c'est un peu laborieux. Il faut aller se palucher tout l'encodage. Maintenant, sur un des marchés, il faut peut-être laisser mourir l'opération ou la restructurer ou recontractualiser. Ça, c'est aussi, on l'a fait. C'est dire, on met fin à la mission, on la recontractualise pas en marché public parce que sinon, vous êtes trop soumis à appel d'offres. Mais Mais voilà, j'ai survécu, n'ayez pas Mm. peur. Après, au quotidien, c'est assez intéressant si vous avez 3, 4, 5 salariés et que vous voulez comprendre comment tourne l'agence.
Moi, en effet, quand Claire, elle m'avait en effet assez vite, c'est quoi le point mort de la boîte, c'est quoi ton résultat net, c'est quoi tes marges. Ah, mais une marge, c'est quoi une marge en archi? C'était, nous, ça me parle, j'étais il y a 10-12 ans, donc en effet, ça me paraissait un peu lunaire. Et aujourd'hui, on ne travaille que avec des indicateurs et des outils. Et c'est pas un gros mot. Claire, elle a mis du temps à nous dire ça aussi à l'agence. C'est pas un gros mot de parler de rentabilité dans une agence, quoi. On peut bien faire son boulot et dire, mais il faut qu'on soit rentable. Et le 25 ou le 25 du mois, quand elle vient gratter à la porte en disant, ça, si c'est pas facturé, ça va mal se passer, quoi. Et bah, c'est vrai, hein, c'est vrai. On est... Non, mais c'est hyper intéressant, blague à part, c'est hyper intéressant d'avoir ou quelqu'un ou un outil, en tout cas d'avoir un dispositif qui permet d'avoir un contrôle de la gestion financière de l'agence. Et quitte à basculer en situation de defacturation, mettez-le au service de quelque chose et pas le faire parce qu'il faut le faire. Depuis tout à l'heure, on entend ouais, mais je vais galérer, comment je fais pour l'essence? Oui, c'est ce qu'on se disait avec Claire. Vous avez tous, c'est normal, des questions qui sont liées à du terrain et du pragmatique, comment je vais déclarer. Et en fait, non, on se pose la question, et j'aime bien ce que tu dis sur appeler votre expert comptable qui, en principe, maîtrise, on l'a vu, très très bien les choses, et qui vous dit bah, je te connais depuis 5-10 ans, je sais quel type de marché, ton chiffre d'affaires, est-ce que tu es toujours dans le rouge ou est-ce que tu es plutôt bien? Bah, c'est plutôt et quel type de service dont tu as besoin. Je te conseille ce type de plateforme, quoi. C'est un petit coût, hein. C'est un coût parce que évidemment c'est une prestation que vous allez vendre aussi, enfin que va vous vendre votre expert comptable évidemment, mais je pense qu'il peut être de bons conseils. Ouais. Enfin nous c'est plutôt bien. Tout à l'heure, en regardant ce qui était projeté, je pensais à il y a X années en arrière, quand on est passé à la dématérialisation pour les appels d'offres. C'était tout un truc. Avant, enfin, ouais, on envoyait tout en papier, à l'arrache. Combien ça coûtait cher parce qu'on envoyait tout à l'arrache en chrono poste. Voilà quoi. Donc, et maintenant, est-ce qu'on referait ça? Enfin, c'est tellement un gain de temps et puis en soi d'argent. Plus de papier, plus d'envoi courrier, etc. Donc, je pense que si on se revoit dans 2-3 ans, on sera tous contents, je pense. Enfin, si tout roule bien aussi. Mais on s'est souvenez-vous, il y a 10 ans, on envoyait nos candidatures, si vous faites du marché public, on envoyait un book, on envoyait ça coûtait 15 balles à chaque fois. En impression, on passait des ramettes par jour, hein. Parce que nous, 12, on envoie 2 candis par semaine, hein. Maintenant, on s'est dit, le jour où ils vont nous mettre la candidature électronique, ça, quelle tannée, quoi, comment on va faire, quoi. Et puis en fait, maintenant, ça nous paraît une facilité. Et franchement, c'est assez limpide à l'agence, la gestion de ça. Après, il y a encore plein de questions. C'est ce qu'on se posait ouais, sur. Nous, on aimerait bien que ça permette de faire un peu plus de rapprochement bancaire, parce que pour le moment, les services de la banque et les services de la gestion comptable sont deux mondes encore différents qui commencent à se parler, hein. Ça va. Un autre sujet, c'est ce que je disais, c'est que ça permettrait, comme on travaille beaucoup en marché public, nous, on a des impayés de certaines maîtrises d'ouvrage publiques, dans la période des impôts, là, si vous avez 24 heures de retard, tout de suite, vous avez un rappel et puis on commence à payer des amendes. L'État, les agglos, nous, on a, je sais pas, 10% de notre chiffre d'affaires qui n'est pas payé depuis des mois, quoi. Donc, on a beau rappeler, ah oui, mais c'est parce qu'il y a une virgule. Si on pouvait... si ça permettait à tout le monde d'accélérer les processus et de sortir un peu du millefeuille de chacun se regarde en chien de faïence, ça ferait du bien. Ouais. C'est tous ces petits grains de sable qu'il va falloir penser à nettoyer. Ouais. Je me permets juste, parce que du coup, ça me fait rebondir. Ils ont, dans la facturation électronique, il est prévu ce qu'ils appellent un code de routage. Un code de routage, c'est quand on veut adresser la facture à un service concerné. Donc, du coup, si on est dans une organisation, aussi bien avec les collectivités qu'avec des grands groupes, parce que quand la facture, elle se balade, elle arrive sur la plateforme, et si c'est à eux de dispatcher, c'est pareil, les délais, voilà. Donc, ils ont prévu dans la facturation un code de routage. Donc, du coup, dans ces cas-là, il faut qu'avec votre interlocuteur final, si lui, il gère aussi ça, qu'il vous donne le code de routage. Comme ça, vous indiquez en option sur votre facture le code de routage. Comme ça, quand vous envoyez la facture, elle arrive directement dans le service. Voilà. Mais donc, du coup, ça s'appelle code de routage. À la base, ce n'était pas prévu dans la facturation, hein. Ils l'ont mis en place il y a 3-4 mois. Voilà. Ce n'est pas une donnée obligatoire, mais voilà, je le dis pour... Mais c'est à vous de le renseigner, donc du coup, il faut que vous l'ayez.
dans l'exercice de ce que vous avez fait, il y a des erreurs qu'il ne faut pas que nos copains y fassent. Se lancer à corps perdu, écouter plutôt son banquier que son comptable. Il n'y a pas un retour d'expérience où on dit non, ça ne faut pas tenter. Dans ce que vous avez, là, j'ai l'impression que vous avez plutôt un bon outil, en plus un logiciel de pilotage général de votre agence, et du coup, l'émission, la réception, enfin, la facturation, c'est un bout de quelque chose. Ça arrive à se chaîner dans l'ensemble. C'est comment vous avez... en fait, comment est monté le truc? Parce que c'est là, ici, on parle de facturation, mais est-ce que c'est pas une usine à gaz? Alors, en fait, la base, c'était le logiciel de facturation qui nous sert, où sont encodées aussi les ventes, donc achat-vente, lien avec le comptable sur tout ce qui est déclaration de TVA, etc., de données. Et ensuite, notre comptable nous a vraiment fait un outil sur mesure par rapport à notre compta analytique. Donc, c'est ça. On est vraiment, c'est pas un logiciel qui est sur le marché, le compta analytique. L'outil de facturation électronique, ça a été un chaînon de C'est une l'ensemble. conséquence presque. Voilà. Mais là, parler de choses qu'on a mal vécues, que c'est mal passé, je vois pas. Non, les factures sont moches. Si vous aviez des beaux Ah oui, cartouches et c'est tout, vrai puisque que c'est formatisé. La première fois que j'ai vu, j'ai dit ah non, ah non, non, mais moi je veux que le logo il soit là. Je veux... Parce qu'on avait fait, on est tous, et voilà, on est architecte, on aime bien que ce soit bien fait, bien nanana. Ah ben non, non, là, elles sont moches, hein. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'en fout et ça paye. Non, parce que tout ça, c'est formaté après, hein, c'est administratif. On aura tous les mêmes factures. Ben, c'est vrai qu'il y a un autre enjeu aussi, c'est-à-dire qu'avant, on envoyait la facture au client, il la recevait dans le papier, machin, avec leur tête. C'est vrai que si c'est pour envoyer une facture à un logiciel, un robot, ou l'autre, il clique juste, n'a pas besoin forcément de mettre des Oui, couleurs. et on s'en fout. C'est un service administratif qui le reçoit au fin fond d'un bureau, qu'elle soit bleue ou jaune, il s'en fout, hein. Je pense que le plus important, c'est justement de plus l'envoyer en papier et que là, il puisse plus dire bah, je l'ai pas reçu en fait, votre facture, elle s'est perdue. Ah là, non, ça Et, marche plus, quoi. et un tout petit bémol, Marie-Laure, sur la question de la date de facturation. En effet, elle va être hyper importante. Néanmoins, on se disait que c'est quand le comptable bloque la TVA que ça devient personnel. Donc en fait, on arrive à faire un peu de rétrofacturage, ce qui n'est pas forcément. On peut faire du Ouais. rétrofacturage. Ouais, dans notre logiciel. Parce qu'en fait, comme c'est lui qui il récupère toute la data, et ensuite il dit je bloque la TVA, je la déclare. Donc en fait, nous, le 4-5, on arrive encore à les mettre au 30 ou 31 en disant, puis le comptable, comme on sait qu'il va le faire 5, 6, 7, 8, on sait qu'on a ce battement-là. Néanmoins, on est obligé de forcer un peu le logiciel, mais ça, comme on a écrit notre logiciel avec lui, voilà, c'est l'intérêt. Bon, nous, on est vraiment un cas spécifique, puisqu'on a notre expert comptable qui est un peu geek, il s'est amusé, en effet, pendant 3 mois, à coder un logiciel pour nous. Donc ça, c'est génial. On a un logiciel. Après, ça, c'est le 80% de la matrice. Après, les 20%, on est obligé de se conformer à ce que Marie-Laure a dit, hein, c'est que, vraiment, c'est blanc ou noir. Mais ça, en effet, c'était pas la question de base, c'est qu'on est arrivé à faire de la facturation électronique et se coller à tout ce qui a été dit ce matin à partir d'un document, à partir d'un outil qui a été fait spécifiquement pour nous en compte analytique et qui est plutôt bien. Et on me posait la question ce matin en disant oui, tous les collaborateurs y ont accès parce que c'est eux qui rentrent leurs heures. C'est eux qui disent j'ai passé autant. Alors pareil, nous on a dit il y a plein de questions qu'on s'est posées. Ouais, mais quand je passe un coup de fil et que ça dure 15 minutes, j'ai bouffé mon heure ou j'ai pas bouffé mon heure? Donc on s'est donné, on a travaillé tous ensemble aussi avec le comptable pour dire c'est à partir d'une demi-heure engagée qu'on met 0,5. Sinon, après, on est grosse maille, hein, on ne regarde pas au chrono. On se dit, bah, allez, je travaille à peu près 3 heures dessus, des fois c'est 3h30, mais peu importe. Et en fait, il a fallu donner toutes les catégories de projets parce que quand vous faites une planche de boucle ou de la com, quand vous faites des choses qui sont considérées comme non facturables ou non rentables, nous, on n'est pas des personnes qui rentrent dans la rentabilité de l'agence. Parce qu'évidemment, nous, on passe du temps en admin, donc l'admin, on le facture pas. En fait, chaque agence a ses cas d'usage. Nous, on a une personne qui s'occupe du site internet.
Ah bah alors lui, la rentabilité du site internet, c'est 0, mais là, on a tout refondu, donc il a passé 3 mois dessus, mais c'était un truc qu'on s'est fait ensemble. Donc en face, lui, il a une courbe de renta qui est très mauvaise sur le dernier trimestre. Mais du coup, c'est compensé autrement. Et ça, notre logiciel nous permet de compenser un peu ça. Et ça, c'était plutôt bien. C'est pour ça que c'était chouette de pouvoir l'écrire à notre sauce. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'être venue ici, de nous avoir un peu expliqué un petit peu le sujet. Vous, j'imagine, ça fait longtemps que vous avez été mis au courant par vos ordres. Ben, nous, c'est aujourd'hui. Mais jamais trop tard. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé et qui ont suivi cette matinale avec intérêt.